Salut YouTube, salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui j'en profite, une vidéo pour deux bilans. On va faire le bilan du mois de juillet et le bilan du mois d'août. On va faire un bilan de cet été finalement. On va voir un petit peu comment tout ça s'est comporté. Vous avez l'habitude, on va voir ma performance en bourse. Les marchés ont été plutôt volatiles je trouve cet été. On a eu franchement des marchés qui ont fait des belles baisses et qui ont tout repris quasiment en ligne droite. Donc ça a créé pas mal de volatilité, pas mal d'opportunités. Vous allez le voir, restez bien sur la vidéo. J'ai acheté 3 à 4 actions, j'ai fait du renfort sur certaines actions que je détenais déjà dans mes portefeuilles, j'ai fait mon DCA classique, bref, il y a eu du mouvement sur mon compte titre et mon PEA, restez bien sur la vidéo. Ensuite, on passera à ma performance sur mon bien immobilier que j'ai mis en location courte durée sur des plateformes comme Airbnb et Booking. Et on terminera par mes objectifs de dépenses budgétaires, voir si j'ai bien coché mes objectifs. Vous le savez, je me fixe des budgets, respecter ces budgets sont très importants pour moi parce que ça me permet d'épargner et d'investir chaque mois. Donc je vous montre tout ça sur mes écrans, c'est parti, vamos! Allez c'est parti, je vous emmène sur mes écrans, on va tout de suite voir la bourse, la performance de mon compte titre et de mon PEA. Je vais réduire la caméra. Faites attention, ça c'est la performance du mois en cours, on est au mois de septembre, donc c'est pas la performance que j'ai faite en juillet et en août. Avant de commencer, je voulais préciser deux choses. La première chose, ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, si vous souhaitez télécharger ce fichier, je vous mets une vidéo juste au-dessus qui vous montre pas à pas, c'est un tutoriel, comment le télécharger et le paramétrer de la même façon que vous le voyez à l'écran. Puis par la suite, vous pourrez le personnaliser davantage. En fait, c'est très simple. Vous pouvez télécharger ce fichier de manière gratuite. Je vous mets le lien aussi dans la description. Et quand vous cliquez dessus, ça vous emmène sur un fichier. Vous cliquez sur Fichier, Créer une copie. Et le fichier, après, ensuite, il est dans votre Google Drive à vous. Et vous avez la main dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent encore par email d'avoir accès à ce fichier. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui apprécient mon fichier, mais sachez que vous êtes 100% autonome, vous n'avez pas besoin d'avoir mon accord ou ma validation sur le téléchargement de ce fichier. Tout est simple, vous êtes autonome. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, on repart donc sur ma performance en bourse. Je voulais juste aussi remontrer une deuxième chose, c'était voilà, les marchés financiers cet été. Là j'ai le CAC 40 sous les yeux et à l'écran, on voit qu'entre le plus haut de l'été et le plus bas, il a quand même presque fait moins 10%, il a fait moins 9,14%. Donc comme je disais en intro, pas mal de volatilité, on voit qu'il a descendu, qu'il a presque tout repris en ligne droite. Là, il redescend encore un petit peu, donc il y a pas mal de volatilité en ce moment. Donc ça a été un été pas facile, je trouve, mouvementé, ça crée des opportunités, ça crée aussi des émotions qui sont parfois pas faciles à gérer, mais bon, c'est ça l'aventure en bourse, hein. On est là pour du long terme et des variations de 10% sur les marchés, il y en a, je ne vais pas dire tout le temps, mais il y en a de manière régulière. Donc, c'est une expérience de plus dans le bagage et c'est bien de savoir un petit peu comment on réagit, comment on fait face et ça nous servira pour le futur. Et pareil pour les marchés américains. Hein. Là, j'ai le SP500, on voit, hein, il a fait moins 10 en ligne droite, il a tout repris aussi en ligne droite. Donc, ça a vraiment été un peu un yo-yo, quoi. Il a descendu, il est remonté. C'est ce qu'on appelle un V-bottom d'un point de vue technique. Donc voilà, ça a créé des opportunités. Moi, j'ai acheté de nouvelles actions sur mon portefeuille en compte titre qu'on verra juste après. Donc là, on va retourner sur notre fichier, on va aller regarder dans l'onglet historique PEA. Je vais vous montrer la performance de mon PEA. Donc il faut regarder la ligne de juillet et la ligne d'août qui se situe ici. Donc en pourcentage, on voit que j'ai fait des perfs très légèrement positives, hein, 0,45 et 0,51. Si on additionne les deux mois, ça fait 0,9, enfin 0,96, presque 1%. Finalement, ça correspond bien à l'image qu'on avait du V-bottom, hein, où le marché a fait un plus bas et puis est remonté presque à la même valeur où on était au départ. Donc j'ai finalement sur ces deux mois-là pris presque 1%. Si on le compare au CAC 40, on voit qu'il a fait moins 1,85 et plus 2. Donc en fait il est beaucoup plus volatile que moi. Donc mon portefeuille est moins volatile. On pourrait dire des choses comme ça. Je ne suis pas très surpris parce que vous le savez dans mon PEA, ceux qui sont habitués à la chaîne, j'ai une partie ETF et ces parties ETF, bon, c'est ce qui lisse un petit peu ma performance, et à plus, elles sont exposées au marché américain. Donc quand on compare le marché américain et le CAC 40, bon, forcément, je sais que le marché américain a tendance à surperformer le marché français. Donc je ne suis pas étonné d'avoir une légère surperformance et d'avoir un peu moins de volatilité parce que mon PEA n'est pas exposé à 100% au CAC 40. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Malgré tout, c'est rassurant de voir que dans un mouvement voilà, qui est assez violent, je trouve, le portefeuille arrive quand même toujours à croître un petit peu. On va voir dans le détail à quoi correspond mon portefeuille.
Donc aujourd'hui, mon PEA, il est constitué de la sorte. Pour ceux qui ne connaissent pas mon portefeuille, je suis exposé, on va dire, à 51% de ETF, 45,6% en actions et j'ai 3,5% de liquidité. À terme, mon objectif, ça serait d'être toujours un peu plus exposé aux ETF parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer au quotidien et c'est beaucoup plus facile que faire du stock picking, d'aller choisir des actions parce que choisir des actions, j'ai presque envie de dire c'est un métier, c'est très compliqué hein, de savoir si telle ou telle action va performer pendant les prochaines années. C'est en tout cas un exercice qui n'est pas facile à faire. Et donc je trouve ça plus simple voilà, d'être exposé aux ETF. Donc je pense que si j'avais un portefeuille idéal, je pense que je serais plutôt 60-40 ou 70-30, quelque chose comme ça, en faveur des ETF sur mon PEA. Pour ceux qui ne connaissent pas mon portefeuille, je vais le remontrer à l'écran. Donc voilà, c'est les valeurs que j'ai en ce moment dans mon portefeuille. Cet été, donc qu'est-ce qui s'est passé en termes de mouvement sur la partie action? Sur la partie action, je suis sorti de STM. Pour ceux qui avaient vu les vidéos précédentes, j'avais mis un stop de protection. Il y avait voilà, il y a eu 2-3 news, des résultats qui ne m'avaient pas plu sur STM et j'avais mis un stop de protection. On peut le voir ici dans le fichier, PEA achat-revente. Donc j'étais rentré sur la valeur en 2023 au mois de mai. J'en avais acheté 5 à 41 euros. Et là, j'ai revendu les 5 à 34,85. Donc finalement, je fais une performance négative de 16%. Et je perds 34 euros. Et on va voir que 34,85. Donc je suis sorti à peu près. Je suis sorti un petit peu près ici. 34,85. Ici, là, à l'ouverture, sur le gap. En fait, il y a eu un gap baissier. Et il a dû me taper là. De toute façon, j'avais mis un stop sous les plus bas qui me paraissaient historiques. Enfin, donc c'était les plus bas du mois d'octobre 2023, donc bon, bah, il m'a sorti. De toute façon, c'était le but d'avoir un stop loss, entre guillemets, hein, c'est de me protéger. Et on voit que depuis, bon, bah, la valeur a quasiment fait moins 25%. Bon, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Mais malgré tout, je me dis que bah, c'est pas plus mal d'avoir mis un stop sur cette valeur-là. Le ressenti que j'avais eu, où j'avais pas trop aimé les news, pas trop aimé les résultats. Bon, voilà, j'avais envie de me protéger sur cette valeur. Pour le coup, c'est un exemple qui démontre que j'ai bien fait. Il y a d'autres exemples qui démontreront sûrement l'inverse, mais voilà. En tout cas, pour STM, je suis content de m'être protégé. Du coup, j'ai perdu STM, donc je suis sorti STM, je l'ai vendu comme on a vu, hein, courant juillet, fin juillet. Et j'ai fait d'autres achats. Et j'ai fait un renforcement sur LVMH. Donc LVMH, j'ai été le chercher 24 juillet. J'ai décidé de racheter une valeur parce que je trouve que pareil, elle a pris beaucoup, enfin, elle a beaucoup perdu, pardon. Elle a pris cher, j'allais dire. Et elle prend encore plus cher là, en début septembre. Donc voilà, moi j'ai un PRU qui est à 610 euros. Et j'ai acheté la valeur quand elle est venue sur cette zone là que je trouvais intéressante aux alentours de 650 euros. J'en ai racheté une valeur. C'est du très long terme. LVMH est une valeur sur laquelle j'ai des convictions à long terme et que je veux garder en portefeuille. C'est vraiment une magnifique entreprise, très bien gérée. Donc voilà, j'avais envie de m'exposer davantage à cette entreprise-là. Donc j'en ai racheté une, j'ai profité voilà, d'une baisse de marché. Finalement, elle a fait une baisse de quasi 30%. Donc j'en ai profité pour renforcer, j'avais un peu de liquidité. Si on dézoome un peu, on peut voir que là, elle vient de casser sa MM200 en hebdomadaire. C'est pas très rassurant, elle le fait rarement. Hein. Bon, là, c'est pour les fans d'analyse technique. Moi, j'aime bien un petit peu l'analyse technique, mais on voit qu'elle l'a rarement fait. Donc là, et la bougie est pas très belle là. Bon, à voir, hein, on est sur une bougie hebdomadaire, donc c'est juste la semaine. Ça peut très bien repartir après. On sait que les valeurs comme ça, dès que les marchés repartent un petit peu là-haut, ça sont fortement appréciées. Donc, mais bon, je serais pas étonné qu'on revienne à chatouiller les 550 euros, ce qui me paraît être le prochain niveau technique. Assez intéressant. Mais on verra. On verra, mais voilà, j'en ai profité. Comme je disais tout à l'heure, moi, ça a créé de la volatilité, ça a créé une opportunité sur LVMH. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai acheté une deuxième action LVMH. Si on prend mon portefeuille à l'heure actuelle, LVMH représente 17, ici, pardon, en live, répartition en live, 15, enfin, on va dire 16% de mon portefeuille, enfin en tout cas de mon PEA. Donc c'est 16% de mon PEA enfin de ma poche action de mon PEA, qui cette poche action elle-même représente 45% de mon PEA. Donc bref, on pourrait faire des pourcentages de pourcentage de pourcentage. Mais c'est une de mes plus grosses positions, hein. LVMH avec Air Liquide toujours. Et Vinci aussi. Vinci, j'en avais repris juste un petit peu avant les élections législatives. On avait vu que ça avait créé voilà, un peu de peur.
Et donc du coup j'avais renforcé un petit peu. Mais voilà, ce qui s'est passé en tout cas en juillet, août, sur ma partie action PEA, j'ai vendu STM et j'ai renforcé LVMH. Sur ma partie ETF, on va voir. Pour ceux qui découvrent mon portefeuille, encore une fois, j'ai un portefeuille d'ETF très simple. J'ai 3 ETF. J'ai une stratégie, on va dire, d'exposition géographique mondiale. Je veux t'exposer aux États-Unis, à l'Europe et aux pays émergents, avec une surexposition aux États-Unis, parce que pour moi, c'est les leaders sur les marchés financiers. Donc je m'expose un peu plus. Donc voilà, j'ai un portefeuille cible où je veux que mon portefeuille ETF soit composé à 50% des Américains, le SP500, 25% émergents et 25% Europe. Là, si on regarde au réel, on voit que j'ai un peu trop d'Europe par rapport à l'émergent. L'émergent, ça s'explique parce que ça fait quelques années qu'il stagne, je ne l'ai pas trop renforcé du coup. Dernièrement, sur mon DCA que je fais, je renforce à chaque fois, je fais du DCA sur le SP500 et l'Europe. Je délaisse un peu l'émergent. Alors, ce qui me rassure, c'est que dans l'émergent, il y a quand même une bonne partie de l'Inde. Et on sait que l'Inde, en ce moment, c'est plutôt une région qui performe bien. Donc je pense qu'il va continuer de monter sur le long terme, mais c'est vrai que pour le moment je suis plutôt axé sur le SP500 et l'Europe. Et quand on regarde mon DCA, on voit que sur cette année 2024, voilà, j'en ai pas fait au mois d'août. Bon, j'ai fait le 4 septembre, donc c'était il y a quelques jours. Donc peut-être que je remettrai une louche fin septembre. Mais j'ai raté le mois d'août, mais j'étais en vacances pendant 3 semaines, donc bon. Voilà, donc j'ai fait mon DCA en juillet, en août, enfin en septembre, et pareil pour l'Eurostock 600. Qui est l'ETF européen. Et par contre, on voit que sur le pays émergent, j'ai pas renforcé depuis 2023, depuis un an et 4 mois. Ça commence à faire. Ouais, j'ai un peu moins de conviction sur cette partie-là. C'est l'impression que les pays émergents n'émergent jamais finalement. Mais bon, il faut que je reste quand même sur ma stratégie qui est d'avoir une exposition mondiale. Et je pense qu'il va falloir quand même que j'essaye d'être, on va dire, discipliné et d'appliquer une stratégie et de continuer quand même à avoir un peu d'émergent en portefeuille. On va maintenant passer à mon compte titre. Alors mon compte titre, il y a eu beaucoup de mouvements, enfin je trouve. Donc là, évidemment, c'est la performance du mois de septembre. On l'a vu comme tout à l'heure. On va aller tout de suite regarder la performance que j'ai faite au mois de juillet et au mois d'août. Donc là, au mois de juillet et au mois d'août, par contre, là pour le coup, j'ai fait une performance négative. Donc juillet, j'ai perdu 1,12% et en août 0,25%. Donc au final, ça me fait une perte de 1,37%. Donc j'ai fait une performance négative de moins 1,37%. Donc un peu comme tout à l'heure, finalement, moins 1. On l'a vu, le marché a fait un V-bottom. Même logique, sauf que tout à l'heure, sur le CAC, j'étais plus 1. Là, je suis moins 1. Si je me compare au SP500, j'ai sous-performé dans les deux cas. Lui, il fait plus 3. Moi, je fais, comme j'ai dit, je fais moins 1,3. Le SP500, en ce moment, il est très, comment dire, il est très influencé par les performances d'NVIDIA. J'en ai pas en portefeuille. Justement, je vais vous montrer mon portefeuille compte titre. Donc, j'en ai pas en portefeuille. Et donc, du coup, forcément, quand NVIDIA monte en flèche, ça fait monter tous les indices, mais ça fait pas monter mon portefeuille et inversement. Et donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté dans mon portefeuille sur mon compte titre. J'ai rajouté du Google, j'ai renforcé du Amazon, j'ai acheté du Evolution AB, j'ai acheté du MSCI. Donc voilà, c'est les achats que j'ai faits. On peut le voir là si je vais être encore plus transparent avec vous. On se met sur le compte, on se met 1er juillet et on se met au 31 août. Vous allez voir un petit peu les mouvements que j'ai faits. Donc là, c'est un dividende Pepsi que j'ai touché début juillet. Là, on voit que j'ai acheté le 31 juillet donc 2 actions Google. Donc c'est quand ils étaient, je trouve à mon sens, sur un point bas. Google est une entreprise avec des très beaux fondamentaux, une entreprise de croissance qui a des très bons résultats. Donc voilà, j'ai décidé d'en apporter dans mon portefeuille. J'en avais pas jusqu'à l'heure actuelle. J'en ai acheté 2. Ensuite, on voit que j'ai acheté un MSCI. Alors MSCI, c'est une valeur que je suis depuis toujours. Et je l'ai acheté le 31 juillet aussi. Leurs résultats qui sont parus étaient encore bons. Et en fait, j'avais de l'argent. Ceux qui ont vu les épisodes précédents, j'avais à un moment donné fait un virement exceptionnel sur mon compte titre de 1500 €. Je crois qu'on peut le retrouver là dans le suivi. Voilà, 1500 €. J'avais fait un versement exceptionnel de 1500 € sur mon compte titre. Mais j'étais pas exposé en fait. Cet argent dormait. Et
Et je voulais l'investir sur MSCI, je voulais investir sur Google, et je voyais cet argent qui dormait, et je voyais les résultats qui tombaient, qui étaient toujours bons, donc ça me confirmait que c'était des bonnes entreprises. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, on va arrêter de réfléchir court terme, mets tes entreprises dans ton portefeuille, expose-toi au marché, plutôt que de laisser ton argent en liquidité, surtout sur 2 giros, on n'est pas rémunéré quand on garde des liquidités. Je crois que sur Interactive Broker, il rémunère à 3 ou 4%, mais pas chez 2 giros. Donc finalement, ces 1500 euros, j'aurais presque mieux fait de les laisser sur un livret A plutôt que de les mettre dans mon compte titre et qui dorment, quoi. Donc du coup, et encore une fois, les résultats d'entreprise étaient bons. Le marché peut-être était en train de baisser, mais les résultats d'entreprise étaient bons. Donc je me suis dit, allez, on arrête de raisonner court terme, on achète, on passe à l'action. Et voilà, donc du coup, j'ai acheté une MSCI, j'ai renforcé une Amazon aussi, et après j'ai touché des dividendes. Donc voilà, mon portefeuille compte titre finalement a pas mal évolué. Une, deux, évolution AB aussi. Quand est-ce que je l'ai acheté, évolution AB? On va regarder là, ça ira plus vite. Évolution AB, j'ai acheté le 23 août, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 semaines. Pareil, c'est une entreprise qui a des très beaux fondamentaux, évolution AB. Je la surveillais. Le seul truc qui me chagrine un peu quelque part, c'est qu'évolution AB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du casino en ligne, c'est du gambling en ligne. Il n'y a pas que du casino, il y a aussi du blackjack, du poker. Enfin, c'est tout ce qu'on peut retrouver, tous les jeux qu'on peut retrouver dans un casino, mais sur du online. Ils ont des très belles licences, ils ont des partenariats avec des gros pays sur du très long terme. Mais ce qui me gênait un petit peu d'un côté, c'est de me dire qu'une des plus belles valeurs, qui a des plus beaux des plus beaux chiffres, tout ce qui est quantitatif, l'analyse quantitative, les chiffres, les marges, le taux de croissance, les free cash flow, tout ce que vous voulez, hein. C'est une des entreprises qui a les meilleurs chiffres. Mais ça me faisait bizarre de me dire, c'est l'une des plus belles en étant une activité de casino en ligne. Et en fait, je me suis dit, faut passer faut passer outre ce un peu blocage psychologique. Pour moi, je sais pas, je me disais, une des plus belles entreprises à investir en bourse ne peut pas être du casino en ligne. Mais bon, j'ai passé outre ce frein. Pareil, j'ai décidé d'en acheter fin août, donc il n'y a pas longtemps. J'en ai acheté 2. Je trouve que voilà, en plus elle était sur un point assez intéressant. Je la surveille depuis un moment, j'ai dû la rajouter ici. Elle était dans un espèce de triangle de compression. C'est un peu de l'analyse technique, mais voilà, je l'ai acheté par ici quand elle a cassé son triangle. Elle a cassé à la baisse son triangle de compression. Je me suis dit, bon, je vais attendre ce niveau-là. Puis quand j'ai vu qu'elle est retournée dedans, je me suis dit, allez, certes, on est sur du court terme. Enlève-toi ce blocage psychologique de c'est du casino en ligne et investis sur une valeur qui a des bons chiffres, qui a des bons résultats. Bon, depuis, elle baisse un petit peu, mais forcément, le marché baisse aussi. Donc, je trouve qu'elle était à un bon niveau. Voilà, j'ai décidé d'investir sur évolution AB également. Et donc voilà, donc du coup en portefeuille j'ai Alphabet que j'avais pas, Evolution AB que j'avais pas, MSCI que j'avais pas, et j'ai renforcé Amazon. Il y a une autre valeur que j'aimerais bien investir, intégrer dans mon portefeuille, c'était Mastercard. J'hésite encore, est-ce que vraiment j'investis sur Mastercard ou est-ce que je renforce Visa? Les deux sont magnifiques, à voir. Mais voilà, ça a bien bougé sur mon compte titre. Donc je suis assez content, j'arrive quand même à un portefeuille aujourd'hui sur mon compte titre d'une petite dizaine de valeurs. Je trouve que les répartitions me conviennent, je suis assez à l'aise avec ça. Ma première exposition reste Apple, mais Apple, Microsoft, c'est vraiment les entreprises sur lesquelles j'ai les plus grosses convictions sur du très long terme. C'est des géants qui sont là, je pense qu'ils sont là encore pour très longtemps et qui dominent ce qu'ils font. Ensuite, voilà, j'ai du Pepsi, j'ai du Amazon. Enfin, j'aime beaucoup les valeurs que j'ai en portefeuille là. Si on regarde, j'avais fait une petite liste de valeurs. J'avais mis, donc MSC je l'ai mis, j'avais mis Evolution AB je l'ai mis, Google je l'ai mis, Mastercard c'est ce dont je viens de dire, j'aime beaucoup, Intuit et Caterpillar aussi j'aimais beaucoup, et Berkshire Hathaway, en plus qui monte en flèche en ce moment, qui monte vraiment bien. Bon, je sais qu'il a vendu pas mal de, il a vendu pas mal de positions, et du coup, il a beaucoup de cash. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça monte vraiment beaucoup, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dur d'aller sélectionner des entreprises. Ce travail de stock picking, c'est vraiment un travail qui est pas, que je trouve en tout cas au premier abord, qui est pas hyper facile. Donc voilà, c'est aussi rassurant et surtout plus facile pour moi d'aller sélectionner des mastodontes, quoi, des big caps, parce que je sais ce qu'elles font, je les comprends plus facilement.
Et je l'ai au quotidien, je les visualise plus facilement aussi, et il y a plus facilement d'actualité sur ces sociétés-là, quoi. Donc c'est un environnement, tout ça, c'est un environnement qui me rend à l'aise en investissant sur ces valeurs-là. Donc voilà, je, je suis content en tout cas de l'évolution de mon portefeuille, de mon compte titre. Et, euh, et je suis content de mettre un petit peu ôté certains blocages psychologiques que j'avais et d'avoir finalement investi ces 1500 euros. Il me reste encore un peu de cash. Il me reste combien? Il me reste 522 euros. Donc voilà, on a le temps encore pour investir. J'ai mensuellement mes 75 euros de manière automatique qui tombent. Donc ça, c'est toujours en place et ça ne bougera pas. Et donc du coup, voilà, ça va me permettre de continuer à investir sur du long terme. Et, euh, et c'est une bonne chose. Allez, maintenant, on va enchaîner avec ma performance du côté de mon bien immobilier que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes Airbnb et Booking depuis le début de l'année. Pour ceux qui n'ont jamais vu mon bien immobilier, attendez, je vais retrouver des photos. Voilà, je vous les mets à l'écran. Donc c'est un appartement 3 chambres qu'on a complètement rénové. Alors attendez, voilà, ça c'est plutôt voilà, la pièce de vie. On a cassé le mur avant. Là, il y avait la cuisine puis le salon. Nous on a ouvert tout simplement entre les deux pièces pour avoir un truc beaucoup plus grand. Et donc du coup voilà, on a complètement rénové l'appartement. Donc ça c'est l'ancienne salle de bain et la nouvelle. Et on a 3 chambres, donc voilà, on a fait quelque chose de simple, épuré, pour accueillir les gens de manière à ce qu'ils se sentent bien dans l'appartement. Donc du coup voilà, c'est un appartement qu'on a mis en location sur Airbnb et sur Booking depuis janvier. Et comme je fais mon suivi pour ma performance en bourse, je fais mon suivi également tout simplement sur la location de cet appartement. Donc voilà, je fais un petit tableau, hein, vous le savez, j'aime beaucoup les tableaux. Donc on va évidemment se concentrer sur juillet-août. Et on va voir qu'on a fait quand même un très joli été, hein, finalement. En juillet, on a fait 70% de taux d'occupation, presque le plus faible de l'année. Et en août, on a fait 100%. Donc je suis un petit peu quand même surpris, dans le sens où nous, on a une clientèle, on est dans une ville qui est où il y a un gros bassin d'emploi, il y a des énormes entreprises autour, et donc du coup, il y a beaucoup de clientèle professionnelle, et sur juillet-août, je m'attendais à ce que ça soit un peu moins loué. Bon, certes, on est sur la côte, donc il y a le côté balnéaire et le côté saisonnalité avec l'été, le tourisme, les vacances, qui a joué un petit peu. On a quand même eu des réservations où j'ai vu à travers les messages qu'on a échangés sur les plateformes que c'était des familles qui venaient en vacances. Mais voilà, agréablement surpris quand même de faire 100%. Après, l'objectif principal, c'est qu'on fasse 10% ou qu'on en fasse 50%, c'est qu'à la fin, au final, on en tire un cash flow positif, et c'est le cas. Donc voilà, très content, on voit que voilà, on a fait chiffre d'affaires 2700 au mois de juillet, une fois qu'on enlève la conciergerie, parce que je ne l'ai pas dit, mais cet appartement est géré par une conciergerie. Euh, j'ai voulu tout automatiser, pardon, c'est pas facile à dire, parce que j'ai pas envie d'être dérangé n'importe quand. Encore plus l'été quand on est en vacances, j'ai pas envie d'avoir un locataire qui soit bloqué pour X ou Y raison, où il lui arrive un souci et je dois débouler en plein milieu de la nuit ou en plein milieu de la journée alors que je suis en vacances. Donc voilà, on a tout délégué à une conciergerie. Donc forcément, elle nous prend à peu près 20%. Donc ce qui nous fait un résultat brut. Et ensuite, tout simplement, nous, on a des charges sur toute l'année. Donc on a l'assurance habitation, internet, électricité. Alors l'eau, pour le moment, c'est à zéro. On a une facture, c'était 32 euros. Et en fait, on s'est aperçu que depuis le début de l'année, je crois, depuis février, ils ont coupé. Donc on aurait eu 32 euros sur 2 mois peut-être. À voir. Donc j'attends, on leur a fait un retour, on veut savoir réellement combien, si c'est possible de savoir combien d'eau a été consommé pour avoir on va dire le coût réel, quoi. Donc pour le moment, l'eau c'est à zéro partout. Et on a le ménage, plus des charges exceptionnelles qui pourraient être des imprévus. Donc là, le ménage, nous, par transparence, en fait, on a donc du coup la conciergerie qui gère toute la partie gestion de l'appartement sur Airbnb, sur Booking par rapport aux locataires qui viennent. Et ensuite, ils ont également un prestataire de ménage qui vient finalement, après chaque départ d'un locataire, qui vient faire le ménage et donc
qui nous prend 55 € la prestation. Donc nous, c'est un appartement qui fait 75 mètres carrés, il y a 3 chambres, il y a une salle d'eau. Souvent, ça prend une demi-journée à nettoyer, donc c'est 55 €. Et en fait, ça, tout simplement, ça va dépendre si des fois, dans un mois, vous allez avoir 5-6 locataires différents, donc autant de départs, donc autant de ménages à faire. Et puis des fois, vous avez, comme ça nous est arrivé au mois de mars, il y a quelqu'un qui avait pris un mois et demi. Donc du coup, au mois de mars, la personne est venue une fois faire le ménage, donc ça nous prend beaucoup moins. Donc ça, finalement, on est dépendant du nombre d'entrées-sorties qu'il y a dans notre appartement, et à chaque fois qu'il y a une entrée-sortie, il y a un coût de ménage, ce qui est bien logique. Et donc ce qui nous coûte 55 € le ménage. Donc du coup, voilà, donc, une fois qu'on a le cash flow brut ici, on enlève toutes nos charges, ça nous donne un cash flow net de 1500 € sur ce mois d'août, 1175 € on va dire sur le mois de juillet, donc ça fait... Voilà, ça fait un joli cash flow, et on voit que là, juste en dessous, j'ai fait un petit cumul de la trésorerie pour voir un petit peu l'argent qu'on arrive toujours à accumuler et qu'on garde bien au chaud, parce qu'on sait que quand on gère un appartement immobilier, avec la copro, avec toutes les choses, à un moment donné, il va y avoir des frais à sortir. Donc voilà, on cumule la trésorerie, c'est agréable. Là, bonne nouvelle. Pas forcément, mais j'ai ma banque, pareil, j'avais pris un différé sur mon crédit qui devait durer 1 an et qui devait s'arrêter au mois d'avril. Donc au mois de mai, j'aurais dû être à 1000 € la mensualité. Pour le moment, je suis toujours à 525 €. Donc ça va pas bouger. Donc ce qui fait qu'on cumule plus de trésor pour le moment. Donc c'est plutôt cool. Mais même là, si on simule une mensualité à 1000 €, j'ai pas les droits pour modifier, mais même si on mettait 1000 € ici, on voit bien qu'on rajoute 500 €, je ferais quand même du cash flow positif. Donc voilà, tout ça avance, tout ça pour le moment, on touche du bois parce que tout ça se passe bien. On n'a pas trop de problèmes avec les locataires. Moi, j'ai accès à toutes les applications, donc je vois tous les messages qui passent entre les locataires et ma conciergerie. Et on n'a pas de soucis. Pour le moment, je touche du bois, on n'est pas tombé sur des gens qui nous ont fracassé l'appartement, même si on est assuré avec Airbnb, Booking. On a toujours eu des gens qui se sont comportés normalement. Les quelques retours qu'on a eu, c'est par-ci par-là des trucs à changer qui coûtent 20 balles ou 25 €, donc ça va, c'est pas de gros frais pour le moment, donc on touche du bois. Si l'année continue comme ça, je pense qu'on aura fait une belle année, et ça fait plaisir de voir que finalement cette première année finalement de crédit et de location pourra peut-être nous être quelque chose de positif d'un point de vue financier, et se dire que finalement cette première année, c'est pas nous qui l'avons payé. Forcément, on est impacté par, c'est nous qui nous sommes endettés, donc effectivement on subit l'endettement, mais pour le coup c'est pas nous qui le payons, quoi. Donc c'est plutôt agréable. Et c'est vrai que l'immobilier, pour ça, par rapport à la bourse, où la bourse, vous avez besoin d'un capital pour faire grossir votre boule de neige, là, l'immobilier, vous servez du levier bancaire à travers les emprunts, les crédits. Et pour le coup, ça, c'est intéressant de savoir que même là, c'est pas moi qui le rembourse pour le moment. Donc je touche du bois, on fera le bilan à la fin de l'année. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est positif, et on fait une très bonne performance finalement cet été sur la location courte durée. Et pour finir, on va aller regarder mes objectifs de dépenses budgétaires que je me fixe chaque mois. On va voir si j'ai respecté mes objectifs au mois de juillet et au mois d'août. Alors pour ceux qui découvriraient encore une fois un tableau, pour la première fois, en fait voilà, je me fixe une dépense personnelle de 285 € par mois. Je vais peut-être mettre ma caméra plutôt ici. Je me fixe 285 € de dépenses personnelles par mois, que je vais répartir entre les postes vêtements, resto, autres, web, ce que je peux acheter sur le web, et les jeux vidéo, parce que j'aime bien les jeux vidéo. Et donc du coup, je touche mon salaire, j'ai des charges qui sont mes charges que j'ai inscrites ici. Donc mes charges, voilà, vous le voyez, hein. J'ai tout ce qui concerne mon foyer, mon compte commun, et tout ce qui est perso. Donc j'ai des charges à hauteur de 2724 €. Et donc du coup, quand je touche mon salaire, j'enlève ces charges, et ce qui me fait un solde. Et finalement, sur ce solde, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un objectif de dépenses personnelles de 285 €. Comme ça, je sais que, a priori, je vais terminer le mois dans le positif. Je ne me mets pas trop en danger par rapport à ça. Et surtout, c'est que dans mes charges, je n'ai pas précisé, mais en fait, dans mes charges,
j'ai mes charges de foyer communes, mais j'ai aussi ce que j'appelle mes charges perso. Et mes charges perso, pardon, c'est toute la somme des choses qu'on voit ici. Et il y a notamment mon investissement en bourse. Il y a mon épargne personnelle sur un LDD et il y a mon épargne personnelle sur un livret A. Donc pour ceux qui voudraient savoir un petit peu plus comment je gère tout ça avec mon couple et de manière personnelle, de mon côté et ma femme de mon côté, j'ai fait une vidéo que je mets juste au-dessus, où on vous explique un petit peu, enfin où je vous explique un petit peu le mindset que moi et ma femme on a adopté pour gérer nos dépenses au quotidien. Mais voilà, je suis content parce que mois de juillet et mois d'août, j'ai encore moins dépensé que d'habitude. Ce qui s'explique par une raison toute simple, c'est que en août j'étais en vacances, donc en fait j'ai moins de dépenses personnelles, tout simplement. On a beaucoup de dépenses pour la famille, pour les enfants, mais c'est des dépenses qui viennent du compte commun finalement. C'est pas des dépenses qui viennent de chez moi. Euh, et, euh, et aussi, sur le mois juillet-août, j'ai pas eu de déplacements professionnels. Et donc, du coup, quand j'ai des déplacements professionnels, j'ai toujours des frais de resto qui viennent se mettre. Que j'ai pas eu au mois de juillet et au mois d'août. Donc, en fait, au mois de juillet, j'ai réussi, sur ces 285 euros que je me fixe par mois, à en dépenser que 126. Donc, ce qui me fait une économie de 158 euros. Donc, ce qui me fait un taux d'épargne par rapport à tout ce que par rapport à ce que je touche et tout ce que j'ai dépensé, j'ai réussi à épargner 24%, ce qui est assez important. Et là, au mois d'août, j'ai dépensé un petit peu plus. J'ai fait quelques achats, mais je suis resté quand même dans ma limite. On voit que je suis quand même. J'avais 56 euros de marge. Hein, finalement, j'ai pas dépensé 285 euros, mais j'ai bien dépensé 228 euros. Et donc, du coup, voilà, je suis encore un solde de positif. De toute façon, on voit depuis le mois de janvier que j'arrive vraiment à avoir des soldes qui sont positifs. Et donc, du coup, c'est bon. C'est toujours. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des gens peut-être qui fonctionnent autrement. Moi, j'ai besoin d'avoir un solde positif. J'aime pas du tout avoir mes comptes dans le rouge. Et puis en plus, en prenant soin de mes finances un peu, si on peut dire ça comme ça, en prenant soin de mon budget, je sais que cet argent-là qui me reste à la fin, c'est de l'argent que je peux épargner encore un peu plus, ou c'est de l'argent que je peux investir un peu plus. Donc voilà, mois de juillet, 24%, mois d'août, 22%. J'estime que quand on est à 20%, c'est pas mal. J'ai fait un beau taux d'épargne et j'estime que j'ai bien pris soin de mes dépenses et de mon budget. Et pareil, on fera un bilan à la fin de l'année pour voir et peut-être que j'ajusterai plutôt qu'au lieu d'avoir 285 euros de dépenses personnelles par mois l'année prochaine, j'en aurai peut-être 270. Je vais voir. On fera des moyennes, on fera des études. Ce qui est bien, c'est que quand on mesure tout comme ça, c'est en mesurant qu'on peut optimiser. C'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, mais essayez de mesurer le plus possible les choses. Parce qu'en mesurant les choses, vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous allez pouvoir arbitrer, vous allez pouvoir... Voilà, pour le coup, là, sur un budget, je peux vraiment mettre des montants, je peux vraiment me rendre compte de... Ah, le poste jeu vidéo, il représente tant à l'année, ou ah, le poste sport, il représente tant, le poste resto, il représente tant. Attends, mais là, le poste resto, il représente quand même 80% de mes dépenses personnelles. Est-ce que je peux pas freiner un peu sur mes restos? Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer autant de restos? Si vous avez besoin d'épargner pour avoir une épargne de précaution, ou si vous avez envie d'investir un peu plus, peut-être que vous pouvez réduire un peu cette part resto. Enfin, vous voyez, c'est un exemple bateau que je prends, mais voilà, c'est des petits ajustements qu'on peut faire comme ça quand on mesure les choses. Donc je trouve ça super intéressant à faire. Donc moi je suis content. En tout cas, le mois de juillet et le mois d'août, finalement, c'est très bien passé là-dessus. Et c'est des objectifs de cocher. Et pour finir, comme d'habitude, je vous montre ma page là. C'est ma page Bento. Tout simplement, sur cette page, le plus important, c'est que vous allez pouvoir retrouver mon réseau Twitter et mon pseudo Discord si vous voulez qu'on échange en privé. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, notamment par rapport au fichier. Et souvent, Discord, il n'y a rien de plus facile pour échanger. Tout simplement, on va échanger, on va faire des partages d'écran, on peut même s'appeler. Et si vous avez besoin d'aide, je vous aide avec grand plaisir. Vous allez retrouver également le lien qui renvoie vers le fichier de suivi, que vous trouverez en description également. Et vous allez retrouver des offres de parrainage par rapport à mes deux courtiers qui sont Bourse Direct pour mon PEA et de Giro pour mon compte titre. Alors là, j'ai mis 30 et 100 euros. Peut-être qu'elles changent. Hein. Elles changent assez régulièrement dans l'année, donc peut-être qu'elles ne sont pas à jour, mais en tout cas, sachez que à chaque fois, vous avez des frais de courtage qui sont offerts. Donc tout simplement, quand vous passez des ordres d'achat, vous allez payer des frais. Là, vous avez 30 euros de frais, donc ça fait un certain nombre de frais quand même d'économiser. Et c'est pas inintéressant. Donc n'hésitez pas à profiter de ces liens-là si vous avez besoin. Si vous voulez vous lancer dans l'investissement en bourse. Et je finirai tout simplement par n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu sous la vidéo, à me mettre en commentaire comment s'est passé cet été,
pour vous. J'espère évidemment qu'il s'est bien passé. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire également, à faire part de tous vos retours. Ça donne de la force. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. C'était Papa Investi. Prenez bien soin de vous. Vamos!